Aujourd'hui, ce sera le deuxième épisode de ma série sur les trois. On va parler de trois armes diaboliques. Trois armes qui ont été inventées durant le XXe siècle et qui ont fait beaucoup de dégâts. Alors si vous voulez découvrir ces trois armes, c'est après ça. Salutations compagnons et compagnonnettes, je suis Bayan Taillefer, forgeron médiéviste et historien à ses heures ou le contraire. La dernière fois on avait évoqué trois survivants de la Seconde Guerre mondiale. Cette fois-ci on va parler de trois armes destructrices. La première, c'est l'obus à shrapnel. Le shrapnel, qu'est-ce que c'est? De façon générale, ce sont les éclats ou les billes d'acier qui se trouvent dans un obus et qui sont donc éjectées à forte vitesse lorsque l'obus explose. Je me suis parfois demandé, mais d'où ça vient ce nom de shrapnel? Ça c'est encore une invention allemande. Eh ben non, pas du tout. L'obus à balles, selon la détermination française, a été inventé par un officier d'artillerie qui s'appelle Henri Shrapnel. Et celui-ci est anglais. Il a fait cette découverte dans les années 1790. Jusque-là, pour avoir un effet anti-soldat, pour casser un assaut d'infanterie ou de cavalerie, on bourrait le canon avec ce qu'on appelle de la mitraille. Problème, c'était efficace, mais jusqu'à 300 mètres. Alors notre bon Henri Shrapnel a eu l'idée de créer un obus avec une charge de poudre à l'extrémité arrière et avec plein de billes de plomb à l'intérieur. Lorsque l'obus est lancé, la charge explosive fait péter les parois de l'obus et libère toutes les billes qui, utilisant la vitesse relative de l'obus, vont venir massacrer tout ce qui se trouve à proximité dans une sphère d'environ 500 à 600 mètres. Mais voilà, c'était pas encore suffisant, on pouvait mieux faire. Alors au début de 1914, on avait inventé ce qu'on appelle les explosifs brisants, du genre mélinite et autres. Ce sont des explosifs à fort pouvoir destructeur, qui non pas soufflent mais brisent. En mettant une charge d'explosifs brisants dans un obus à shrapnel, on obtient lors de l'explosion de celui-ci une dissémination des billes d'acier à vitesse très élevée et sur un périmètre beaucoup plus vaste, ce qui fait qu'au niveau militaire, au niveau meurtrier, l'effet est dévastateur. Les shrapnels, ça ressemble à ça. Sympathique, non? Imaginez de recevoir une dizaine de ces charmants projectiles à environ 500 ou 600 km/h. Je vous laisse imaginer les dégâts. Les Américains ont encore fait mieux. Pendant la guerre du Vietnam, ils ont inventé l'obus à rucher. C'est une grosse charge d'explosifs avec des milliers de petites fléchettes de même pas 1 gramme. Lorsque l'obus explose, ces fléchettes partent avec une vitesse assez importante et vont hacher menu tout ce qui se trouve dans un rayon de 500-600 mètres. Alors pourquoi obus à rucher? Tout simplement parce que quand les fléchettes traversent l'air, ça fait le bruit des abeilles. Mon numéro 2, c'est l'obus à charge creuse. Ce qu'on appelle le HEAT en anglais. H-E-A-T pour High Explosive Anti-Tank. C'est l'obus anti-char par excellence. Vers 1888, un chimiste qui s'appelle Munro s'est rendu compte qu'à Newport, dans le Rhode Island, aux USA, une fabrique d'explosifs vendait ses pains de nitrocellulose avec la marque de l'entreprise imprimée. Et il s'est aperçu que lorsqu'on faisait exploser ces pains d'explosifs contre une plaque de métal, la plaque de métal était largement plus déformée à l'endroit de la gravure en creux. Munro a compris
qu'on pouvait concentrer l'effet de l'explosif, un petit peu comme lorsqu'on concentre les rayons du soleil avec une loupe pour n'obtenir qu'un point qui va mettre le feu à une feuille de papier. On peut de la même façon concentrer l'explosif en installant un creux, une espèce d'entonnoir. Et bien c'est exactement ça, l'obus anti-char à charge creuse. C'est un obus avec du vide au bout. Imaginez un entonnoir avec autour de l'explosif extrêmement puissant et le détonateur juste à la pointe de l'obus. Quand l'obus entre en contact avec la paroi du char, l'explosif va détonner et va concentrer les parois de l'entonnoir en cuivre pour former un dard. Ce dard en cuivre est porté à plusieurs milliers de degrés et il va traverser la paroi blindée du char pour pénétrer à l'intérieur, mettre le feu et faire exploser toutes les munitions à l'intérieur. Vu que la chaleur à l'intérieur du blindé monte à peu près à plus de 1000 degrés, je vous laisse imaginer l'état des tankistes. C'est ce que vous pouvez voir dans le film Fury, lorsque le gamin avec son Panzerfaust va toucher presque à bout portant un Sherman. Automatiquement, l'engin prend feu. Alors la charge creuse, ça permet de traverser tous les blindages homogènes, c'est-à-dire constitués seulement d'acier blindé. On a eu l'idée de faire des blindages non homogènes en glissant des feuilles de polyéthylène, des plastiques à forte densité pour justement freiner ce dard. On a encore eu l'idée d'installer des petits boîtiers d'explosifs qu'on appelle blindage réactif ou ERA en anglais pour justement faire exploser la charge creuse avant qu'elle atteigne la paroi du blindé et pour faire dévier le dard. En numéro 3, c'est la bombe FAE ou la bombe thermobarique. Alors qu'est-ce que c'est que cette bête là? La bombe FAE, ça veut dire Fuel Air Explosive. Dans les années 1942-1943, les Allemands avaient eu l'idée de se servir de gaz hautement inflammable tel que l'éthylène pour créer un mélange et gaz oxygène pour avoir un effet explosif dévastateur. C'est le genre d'expérience qu'ils ont mené dans le fort Maginot du Four à Chaux, en Alsace, dans la région de Haguenau. Et effectivement, ils ont réussi à dévaster complètement l'intérieur des bunkers avec leur mélange éthylène-air. À noter un truc marrant, c'est que l'éthylène, c'est le gaz que vous avez dans vos réfrigérateurs pour justement faire du froid. Les Américains, dans les années 60, ont repris ces recherches et ont réussi à fabriquer leur bombe thermobarique. Alors comment ça fonctionne? C'est extrêmement simple. La bombe contient deux compartiments. Lorsqu'elle est à une certaine altitude, le premier compartiment va se détacher et va exploser, répandant un mélange de gaz extrêmement inflammable ou de liquide. Le liquide se mélange avec l'oxygène jusqu'à connaître le bon ratio gaz explosif air. Et ensuite, le deuxième compartiment de la bombe, c'est le détonateur, c'est l'explosion qui va mettre le feu aux poudres. L'explosion va faire péter tout le nuage qui se sera répandu donc sur plusieurs centaines de mètres. Et à ce moment-là, il va y avoir trois effets. Le premier effet, c'est l'onde de choc, le souffle, une surpression terrible qui va tuer quasiment tout ce qui est de vivant à proximité. Le deuxième impact, c'est la montée en température. On va obtenir grâce à une bombe FAE une température de 3000 à 4000 degrés. Et troisième effet, c'est la dépression. Parce que comme le nuage incendiaire va brûler tout l'oxygène, il va y avoir un effet de vide. C'est-à-dire que même les soldats qui seront enfouis dans leur bunker souterrain vont être asphyxiés s'ils n'ont pas été tués par le feu. Alors la bombe FAE, c'est de l'armement conventionnel, mais juste conventionnel, c'est très limite. C'est vraiment le maximum qu'on peut utiliser avant d'utiliser l'armement nucléaire.
Les Américains l'ont utilisé en Irak. Vous vous souvenez, fin février 1991, l'autoroute de la mort, l'autoroute entre Kuwait City et Bassora, avec ces milliers de carcasses, de blindés, de camions détruits et brûlés. Et bien les Américains ont testé la bombe FAE en grandeur nature. Juste après l'attentat du World Trade Center en 2001, les Américains se sont servis de la bombe thermobarique pour justement traquer Ben Laden et ses séides dans leur grotte en Afghanistan. Les Russes l'utilisent en ce moment même en Ukraine avec leurs lance-roquettes multiples TOS. À noter que cette bombe thermobarique peut être également utilisée dans de simples lance-roquettes et qu'à ce moment-là, elle a littéralement l'effet d'un lance-flamme. Voilà un peu toutes les joyeusetés que l'esprit humain est capable d'inventer pour tuer son prochain. J'espère que cette vidéo aura éclairé votre journée. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager si ce n'est pas encore fait. Portez-vous bien, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et comme vous le savez, l'histoire, c'est toi qui l'as fait.